Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de Face au mur, les solutions pour s'en sortir. On va parler de l'actualité, mais le bouquin sera évidemment en filigrane. Moi, ce que je vois, c'est qu'on parle toujours des agences de notation. On a eu Standard & Poor's vendredi, qui finalement maintient la France au rang de double A-, perspective négative. Donc en gros, sous 2 ans, elle peut changer et nous dégrader. Vous allez me dire, c'est un nouvel avertissement, voilà, que la France, sur la France, la dette publique. Mais moi, quand je vois les marchés, la réaction des marchés, ils s'en contrefichent. On voit le 10 ans français, on est à 3,20%, 3,2%. Oui. Ça glisse sur un peu de lapin sur une toile cirée mouillée. Hein. C'est ce qu'on dit. Jusqu'au jour où ça montera tout d'un coup et on dira « Oh là là, c'est fou, il se passait rien. » Et puis ça fait longtemps qu'on dit ça. Hein. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Oui, enfin... Sans annoncer de la pluie, un jour, elle arrive. Et à un moment... Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on ne peut pas non plus dépenser sans compter en permanence, on ne peut pas emprunter plus de 300 milliards d'euros par an et se dire qu'on va aussi faire 5% de dépenses dans la défense, mais en même temps pas baisser les dépenses sociales. Enfin, je veux dire, à un moment, ça ne rentre plus. On pourra, d'ailleurs, pardon, on va en parler, hein, on ne pourra pas financer... Aujourd'hui, la défense, c'est 2%. C'est 2%. Un peu moins de 2%. Hors retraite, c'est un peu moins de 2%. 50 milliards d'euros par an. Si on veut passer à 5%, 5, ça paraît beaucoup. Il faut faire 3 fois, ça fait 150. Même si on peut passer à 3,5, comme le dit le président de la République, ça fait 40 milliards de plus par an. On trouve où l'argent pour financer Justement, à un moment, il faut ouvrir la boîte noire des dépenses publiques. D'ailleurs, Émilie de Montchalin et M. Lombard aux finances aujourd'hui disent qu'ils veulent ouvrir la boîte noire. Ça tombe bien, ça fait des années qu'on attend. Et qu'on va pouvoir enfin regarder comment on dépense chaque euro d'argent public. Juste une petite comparaison par rapport à la défense. 50 milliards de dépenses de défense hors pension. De l'autre côté, 47 milliards de dépenses rien que pour distribuer l'argent de la protection sociale. C'est les coûts administratifs. Hein, donc c'est à peu près l'équivalent. Il y a quoi dans ces 47 milliards? Il y a par exemple le coût de l'assurance maladie pour rembourser, c'est 7,5 milliards, mais il y a aussi les complémentaires qui coûtent... Et donc, mais il faut bien faire tourner la machine. Hein. Il faut bien faire tourner la machine, mais pourquoi est-ce qu'on est 10 milliards d'euros plus cher que la moyenne des pays de l'Union européenne là-dessus? Vous voyez? Et là, des économies, il y en a partout, des doublons, des gaspillages sur le coût de distribution des aides sociales sous critères de ressources. À peu près 130 milliards, le RSA, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire, etc. On a plein d'allocations, toutes différentes et toutes calculées de manière différente, à peu près 58 différentes. C'est 9 milliards de coûts pour les distribuer. Ça pourrait être beaucoup moins si on se mettait à l'étiage des autres pays. Donc, si on regarde partout, on voit qu'on a des coûts de suradministration de la France qui sont gigantesques, qui se comptent en milliards et sur lesquels, finalement, on ne nous parle jamais. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens de financer la montée en puissance de la défense? Dans les années 60, on était déjà à 5% de dépenses de défense. Ouais. Hein. Bon, on était à 14% de dépenses de protection sociale par rapport au PIB. Aujourd'hui, on est un peu en dessous des 32% de dépenses de protection sociale par rapport au PIB, et on arrive à peine aux 2%. Ça veut dire qu'en défense, ça veut dire qu'on a doublé par rapport au PIB la dépense de dépenses sociales, et on a plus que divisé par 2 le... Pour vous, il faut réduire la protection sociale pour financer la défense? À un moment, il faut... les retraites, par exemple, le sujet des retraites, c'est pas baisser les retraites, le sujet. Le sujet, c'est travailler plus longtemps. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un système qui est structurellement en déficit. Alors, 6,6 milliards reconnaît la Cour des comptes pour 2025. Nous, on dit c'est plus du double parce qu'en fait, il y a aussi les déficits des régimes publics, notamment de l'État, qui n'est pas du tout affiché et qui est gigantesque tous les ans et que personne ne veut chiffrer dans le secteur public parce que, oulala, c'est un gros tabou, il ne faut surtout pas chiffrer ça. Alors que se dire que tous les ans, on endette nos enfants, nos petits-enfants pour financer les retraites, pour financer l'assurance maladie, pour financer le chômage, une des premières propositions que je fais dans le livre, c'est la proposition numéro 2, c'est avoir une obligation d'équilibre des comptes sociaux. C'est quand même la moindre des choses pour les générations à venir. Dans les comptes sociaux, vous mettez quoi? Vous mettez tout? Non, vous mettez retraite? Les retraites, le chômage, l'assurance maladie. Juste avant d'arriver dans le détail, juste quand Bercy dit, je reviens pardon à la dette publique et à comment dire pas la dégradation, mais en tout cas l'avertissement de Standard & Poor's qui pourrait dégrader sous 2 ans, Bercy nous dit que AA- c'est une signature qui est de très haute qualité. Oui, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est l'histoire de la France. C'est une note qui est flatteuse, on la mérite pas. C'est jusque-là, tout va bien.
Mais quand vous voyez les personnes en off, et qui connaissent bien nos finances publiques, ils disent « Bon, en fait, on n'arrive pas à faire les économies. » Vous avez vu les chiffres sur 2025 du Haut Conseil des finances publiques, ce n'est pas les chiffres de la Fondation IFRAP, c'est ceux du Haut Conseil des finances publiques. On avait donné les mêmes. 40 milliards de hausse de dépenses entre 24 et 25 en valeur. Donc après, il y a la question du tendanciel, de hausse, etc. Mais on nous dit on fait 30 milliards d'économies, mais en fait, on augmente de 40 milliards entre 24 et 25. Donc déjà, on peut se poser la question... Ça fait combien en pourcentage, non pas en milliards? En pourcentage au total sur l'ensemble de la dépense publique. Ouais. On a 1600 milliards de dépenses publiques. 1600... Donc ça fait... même ça plus. fait zéro. Et ouais, alors en 2025, on sera presque à 1700 milliards. Donc 40 milliards sur 1700 milliards, vous faites le calcul. 0,25%, voilà. si je ne me Donc trompe pas. Oui, mais c'est moins qu'avant, parce que face à ça, il y a la croissance, il y aura 0,7, 0,8 de croissance. C'est pas moins qu'avant. Dans les années antérieures, ça augmente moins vite. Quand vous regardiez, la dépense publique augmente moins. Quand vous regardiez l'ensemble de la dépense qui augmentait, par exemple, sous François Hollande, on était plutôt à 17, 20 milliards d'augmentation de dépenses par an, en moyenne. Ah, mais les dépenses étaient plus faibles aussi. Non, mais... On n'était pas 1700 milliards. Mais on avait une dérive qui était beaucoup moins importante chaque année. Est-ce qu'aujourd'hui, la dépense publique augmente moins vite sur 2025 que l'année d'avant? Ouais. Que l'année encore avant? Oui. Alors oui, un petit peu moins vite parce qu'on était sur des... On cherche les signes positifs. On cherche, oui. On était plutôt sur des augmentations à 50, 60 milliards de hausse par an. Donc là, on a un petit ralentissement. Mais on a aussi un ralentissement de l'inflation, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez souligné d'ailleurs vous-même. Donc le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait énormément, et ça le Haut Conseil des finances publiques l'a dit, en gros, les vraies économies sur les dépenses, c'est environ 3 milliards, le chiffrage, 0,1%. 3 milliards. Ouais. Voilà. Pas loin. Et de l'autre côté, l'augmentation d'impôts, c'est 27 milliards. Ouais. C'est ce que nous dit le Haut Conseil des finances publiques sur 2025. Donc 90% de hausse d'impôts. Donc c'est normal que l'agence de notation se pose des questions, parce qu'elle dit, les mesures qui sont prises sont des mesures temporaires. Bah oui, puisqu'ils ont dit les taxes vont être temporaires. Oui, les surtaxes. La surtaxe d'IS, l'impôt sur les sociétés. d'IS, la taxe plancher à 20% sur les hauts revenus. Enfin, ça, c'est l'essentiel des augmentations d'impôts. C'est 8 et 2. 8 milliards, c'est 8 et 2, voilà, ça fait 10 milliards. 10 milliards sur 27. Voilà, 10 milliards sur 27, mais c'est quand même les plus... Ils viennent d'où, les 17 autres d'ailleurs? Les plus gros morceaux. Il y a par exemple les droits de mutation à titre onéreux, les fameux, quand vous achetez un appartement, etc. C'est quelques centaines de millions, c'est pas... oui, mais ça fait on passe de 10 à 27 milliards d'euros de hausse d'impôts. Ces 17 milliards, ils sont où? Vous avez aussi la fameuse TVA sur les auto-entrepreneurs, 400 millions d'euros. Pour l'instant, c'est... Non, mais d'accord, mais c'est compté dans les 27 milliards du Haut Conseil des finances publiques. Donc 400 millions d'euros sur l'augmentation TVA sur les auto-entrepreneurs, etc., etc. C'est plein de petites mesures, en fait, qui ne se voient pas forcément. C'est la taxe sur les rachats d'actions, à peu près 1 milliard prévu. Et d'ailleurs, ça a fait réagir, c'est intéressant parce que ça a fait réagir le PDG de Michelin, Florent Menegaux. Déjà, il est au Sénat, il n'est pas mâché ses mots. Il dit à l'agence Bloomberg, vous tuez économiquement votre pays en imposant des taxes bien plus élevées que dans d'autres pays. C'est patron de Michelin, Florent Menegaux, patron quand même social à la base, qui critique donc ces taxes françaises. Il a en tête, j'imagine, la taxe sur la les rachats surtaxe, il en parle. La surtaxe d'impôt sur les sociétés. Mais voilà, est-ce que... il dit une augmentation de 40% sur les entreprises qui font plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Il dit ne vous attendez pas à ce que les entreprises puissent encaisser cela indéfiniment. C'est-à-dire que ce durcissement fiscal, il est censé aider à réduire le déficit public. D'ailleurs, est-ce qu'on fera 5,4% cette année? Moi, j'en doute. Moi, j'en doute énormément. Et d'ailleurs, l'agence de notation en doute aussi. Vous dites ils pourront nous dégrader dans les 2 ans. Le 31 mai, il y a une nouvelle note de la France qui est attendue. On n'en saura pas tellement plus non plus. Non, mais ça peut être aussi le 31 mai prochain. Il ne faut peut-être pas se dire qu'on est tranquille pour 2 ans. Et puis, sur ce qu'il dit, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, c'est l'idée que finalement, nos entrepreneurs sont en train de se dire qu'ils vont délocaliser la production, mais pas forcément à l'autre bout du monde. Là, il parle de l'Italie. Il dit qu'il va racheter des entreprises en Italie, que c'est des entreprises qui sont bien gérées, qu'elles sont exportatrices, que voilà, il y a une politique qui est favorable à l'entrepreneuriat. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à taxer les entrepreneurs et les entreprises et à ne pas regarder comment on pourrait baisser la dépense. Donc, il a rappelé que l'Hexagone était champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Oui, mais il a raison. C'est vraiment indiscutable. Mais c'est indiscutable. Nous, on a ressorti des chiffres encore dernièrement. Sur les particuliers, sur les entreprises, sur les deux? Sur le capital, par exemple. On a dit Emmanuel Macron a fait énormément pour baisser la fiscalité du capital, etc. On a refait un point à la Fondation IFRAP il n'y a pas longtemps. L'écart de fiscalité du capital entre la France et les pays de la moyenne de la zone euro hors France, c'est 67 milliards de plus
Ah ouais, quand même. Hein. Et là, il n'y a pas que les ménages qui payent de la fiscalité du capital. Hein. C'est quoi la fiscalité du capital? C'est finalement comment est imposé, par exemple, comment sont imposés mes intérêts, mes dividendes, etc. Mais c'est aussi la fiscalité du capital qui est payée par les entreprises. Par exemple, les entreprises, elles payent des taxes foncières, bah, c'est aussi de la fiscalité du capital. Ouais. Donc là-dessus, 67 milliards de plus. Et alors, quand on regarde la fiscalité supplémentaire, la cascade fiscale qui pèse sur nos entreprises, mais alors, y compris les charges sociales, hein. Charges sociales, taxes de production, tout ça. 157 milliards de plus par rapport aux autres pays de la zone euro en moyenne. Hors France. Hors France. 157 milliards. Donc, évidemment, quand on est patron d'une grande entreprise en France, on se demande où on va. Parce qu'on est le pays qui dépense le plus, on est champion du monde de la dépense publique, on a autour de 56-57% de dépenses publiques par rapport au PIB. C'est ce que pensent tous les patrons, pardon, c'est ce que pensent tous les autres patrons. Lui, il a osé, le patron de Michelin, il a osé s'exprimer. Et Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Il dit à peu près la même chose. Il part du même sujet, la surtaxe d'impôt sur les sociétés, il dit le même pourcentage. C'est une année. Hein, vous y croyez, vous, aux taxes je crois ce que me dit exceptionnelles le ministre de l'économie, hein. Vous y croyez? Il y a eu une taxe, vous vous en souvenez, celle de Nicolas Sarkozy, la taxe sur les hauts revenus, la taxe temporaire, la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus, adoptée pour 2012. Ouais, toujours là. En 2025. C'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est voilà. La CEHR. CEHR. 3% au-delà de 250 000 euros, 4% au-delà de 500 000 euros. Elle existe toujours. Elle devait durer combien? 2 ans? Bon, après... Vous voyez que cette instabilité fiscale et cette surenchère fiscale qui est permanente dans notre pays... Après, quand on a Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, qui annonce vouloir lutter contre, c'était hier, hein, la suroptimisation fiscale en modifiant la taxation du patrimoine des plus fortunés, sans prévoir pour autant un retour à l'ISF. C'est quoi la suroptimisation fiscale? Non mais déjà, sans prévoir un retour à l'ISF, c'est ça qui est drôle. C'est qu'en fait, c'est un retour à l'ISF. C'est ça la réalité. Il faut arrêter de dire que ce n'est pas un retour à l'ISF. L'ISF, il imposait l'ensemble du patrimoine, y compris les actions, y compris tout le patrimoine. Hors bien professionnel. Hors bien professionnel. Ils veulent faire la même chose. Une taxe à 0,5%, ouais, qui en fait c'est un impôt différentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder l'ensemble de votre patrimoine net. Ouais. Ce qu'on paye comme impôt, impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu. Contribution exceptionnelle sur les revenus, impôt sur la fortune immobilière. Prélèvement forfaitaire unique, voilà. C'est tout. Pas la CSG, bizarrement, pour l'instant. Et si c'est inférieur à 0,5% du patrimoine net. Mais patrimoine de quoi? De 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 100 millions d'euros? Alors, ce qu'on a compris à ce stade... 100 millions. Non. Ah. Ça, c'est la proposition de loi d'Eva Sas. Avec un taux à 2%. Avec un taux à 2% ouais, sur les centimillionnaires. Là, ce serait vraisemblablement, mais j'en suis pas sûre à 100%, hein, le barème de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. À partir d'1,3 million. De patrimoine. De patrimoine net. Mais qu'est-ce qu'on veut avec ça? Et donc Agnès, donc si l'ensemble de ces impôts, on a dit flat tax, impôt sur le revenu, etc., IFI, est inférieur à 0,5% du patrimoine. On paye la différence tous les ans. On paye la différence tous les ans. Mais c'est pas un retour de l'ISF, ça? Parce qu'ils disent qu'ils vont sortir les biens professionnels. Mais avec l'ISF, on avait le problème. Les biens professionnels n'étaient pas dedans. Ah ouais. Et pourtant, on avait beaucoup d'entreprises qui quittaient la France. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas forcément dirigeant d'une entreprise dont vous êtes actionnaire. Quand vous êtes un actionnaire familial et que vous avez des parts dans une entreprise familiale, vous n'avez pas forcément tous fait des pactes d'Utreil, etc., etc. Vous n'êtes pas forcément dirigeant. Vous vous retrouvez à être soumis potentiellement à cette taxe différentielle. Donc, on va se retrouver avec le même problème d'inciter à quitter encore plus la France. C'est un retour masqué de l'ISF, ce que prépare le gouvernement? Complètement. Mais il faut... Nous, on sort une étude d'ailleurs sur ce sujet en disant impôt des ménages, le retour de l'ISF, point d'interrogation. Le gouvernement est en train de programmer le retour de l'ISF? Pour moi, c'est ça. Quelle est la différence? Alors d'ailleurs, ils enlèvent les œuvres d'art et les forêts. Ah bah tiens, c'était comme ça dans l'ISF. Donc, voilà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est intéressant aussi intellectuellement. En année 25, on a la taxe sur, finalement, la taxe plancher à 20% sur les hauts revenus. Oui. On en a beaucoup parlé. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus. Ça paraît justifié quand même qu'il y a un impôt minimum de 20% qui soit payé par des gens qui sont très riches. Je ne trouve pas ça justifié. Ah non, combien vous payez, vous? Vous payez plus que 20%. Mais
c'est pas le sujet. Est-ce qu'on est tous en train de regarder combien paye le voisin, alors que vous avez des entrepreneurs qui sont incroyables, qui ont mis leur argent dans des entreprises qui demain peuvent tout perdre potentiellement et qui font tourner la France aussi? C'est pas le même sujet. Comment un salarié peut se dire ah bah tiens, là, je suis tranquille dans mon salaire, mais je vais comparer parce que qui va être touché par ce taxe plancher à 20% sur les hauts revenus? Qui est touché cette année? C'est majoritairement des entrepreneurs. Faut pas se leurrer, qui se payent en dividendes, etc. Pourquoi? Parce que ceux qui sont payés en salaire, ils sont déjà au-delà de 20%, vous l'avez souligné. Mais les autres, comme ils sont dans le prélèvement forfaitaire unique... Mais la flat tax, c'est à 30%, donc comment on peut être en dessous? Mais non, mais parce que dans la flat tax, il y a 17,2% d'impôt sur le revenu. De contribution sociale. Hein. Donc en fait, il y a une part sociale, il y a 17,2. Entre 17,2 et 20, il y a 3%. Hein. Non mais le problème c'est le reste, c'est les 11,8 qui en fait font baisser 12,8 pardon, qui font baisser le niveau d'impôt sur le revenu et qui font dire à certains chercheurs oh là là c'est scandaleux parce qu'il y a certains hauts revenus qui payent pas le même niveau qu'un salarié. 17,2 versus 20, on n'est pas très loin non plus. Hein. Et puis on paye de la CSG. Non mais les 17,2 ils seront pas comptés dans les 20. Dans les 20, il y a que les 11,8 et 12,8 pardon, et ce que vous payez si vous avez aussi des revenus salariaux. Et donc c'est pour ça que ça peut faire... En fait, ça va faire une imposition, on l'a calculé à la Fondation IFRAP, parce que c'est vraiment pas compliqué à faire, c'est 37,5 d'imposition réelle. Parce que vous avez... Vous voyez et donc, à la fin, l'idée de dire, qui est logique dans tous les pays où ça fonctionne correctement, l'idée de dire on a une fiscalité sur les revenus du capital qui est moins importante que sur celle du travail parce qu'il faut inciter à prendre des risques avec son argent, à investir, à créer des entreprises, etc., etc., elle est complètement finalement contrecarrée par cette taxe plancher. Pourquoi la taxe plancher? Derrière, il va y avoir un retour de l'ISF. Parce que, en fait, on est en anticipé de ce qu'ils auraient dû payer les personnes qui vont être soumises, les ménages qui vont être soumis. Ils auraient dû payer ça en 2026, ils vont le payer dès 2025. Donc l'année prochaine, ils ne peuvent pas refaire le coup. Donc, l'idée, c'est de récupérer 2 milliards d'une manière ou d'une autre avec cette taxe différentielle à 0,5 sur le patrimoine parce qu'ils ne peuvent pas refaire la même taxe qu'en 2025. Et donc, on est face, vraiment David, c'est la fuite en avant. Où alors tiens, on va taxer cette fois-ci en faisant une taxe qui va être anticipée. C'est 2 milliards d'euros, ça va pas non plus très loin. C'est pas ça, je veux dire, face à combien de déficit public, c'est 6 points de PIB, 6 points de PIB. C'est ça qui est très dommageable. 150 milliards, je ne sais plus le déficit français, c'est combien? On est autour 150 milliards là, en 2024, on a atteint autour de 170 milliards. Bon, donc, 2 milliards, c'est pas ça qui résout le problème non plus. Non, mais justement, c'est ça qui est terrible. C'est que faire croire aux Français qu'on va financer le modèle social français en taxant que les riches, parce que c'est ce qu'on nous serine en permanence dans le débat. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, François Bayrou et Éric Lombard là-dessus, sur ces sujets, encore une fois, de finances publiques, de meilleure gestion, de ne pas verser dans la facilité d'aller taxer là où il reste encore un peu d'argent? Justement, moi je me demande ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il faudrait absolument dire qu'on arrête de taxer, qu'on va baisser le niveau de fiscalité, et on fait l'inverse. Et résultat, tous nos entrepreneurs... Mais sauf que ceux qui nous regardent et qui vous connaissent et qui vous aiment moins vont vous dire « Ouais, mais avec Agnès Verdier, je serai moins bien remboursé mes soins, le docteur, etc. » Voilà, on sera... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai du tout. Au contraire, je pense qu'on serait mieux accompagné si on avait des vrais assureurs. Mais parce que le problème, c'est qu'à un moment, vous pouvez mettre de l'argent dans des systèmes qui sont pas bien gérés, qui sont pas productifs, où les agents sont pas présents parce qu'il y a des taux d'absentéisme énormes. Je vous rappelle quand même qu'on a le même coût de l'absentéisme quasiment dans le public que dans le privé, avec seulement 20% des gens qui travaillent dans le secteur public. Il n'y a pas un truc qui fait titre là? Il y a 3 décisions à prendre courageuses pour se donner des marges de manœuvre, et je reboucle avec l'actualité, pour financer la défense, puisqu'il va falloir mettre plus d'argent, manifestement, face à une Russie agressive. On les connaît, hein. Moi, je fais, vous l'avez dit, 50 propositions dans le livre pour... 2 ou 3, fortes, mais c'est puissantes. En fait, la première, ce serait obligation d'équilibre des comptes sociaux. Déjà. Oui, ok. Non, mais déjà. Ok. C'est le premier sujet. Ensuite, repousser l'âge de départ à la retraite à 66 ans en 2033. Mais vous vivez en France ou vous ne vivez pas en France là? Mais évidemment. Mais on parle de revenir en arrière, là. Agnès, hello. Mais justement, je trouve ça criminel de dire qu'on pourrait revenir à 62 ans. Les Français ne veulent pas. 7 Français sur 10 veulent un retour. Alors, je vais vous dire. Veulent faire machine arrière. Si on leur pose la vraie question,
Est-ce que tous les mois, vous êtes prêt à payer plus en impôts et en cotisations sociales et en CSG pour les actifs et pour les retraités? Ou alors on repousse l'âge de départ à la retraite? Parce que le problème, c'est qu'à nos concitoyens, on leur fait croire que les riches et les entreprises vont pouvoir payer indéfiniment. Exactement. Et c'est ça qu'il a dit, le PDG de Michelin. C'est une erreur de faire croire que les grandes entreprises et les plus riches peuvent tout financer. Mais évidemment. À un moment, c'est tellement... On sort une nouvelle étude, on va montrer sur les impôts directs. C'est mensonger de dire ça, de faire croire ça. Mais évidemment, mais dans quel pays on fait croire ça? C'est dire, ah bah tiens, on va faire un impôt sur 2000 personnes, puis alors ça va financer 19 milliards. C'est ça, Eva Sass, sa proposition de loi. Ouais. Et ça passe à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Mais qui croit encore à ça? Et que les boîtes vont rester en France? Et qu'on va continuer à investir en France et à créer des emplois en France? Donc c'est un passeport pour le chômage. Donc si on veut être clair, et d'ailleurs c'était amusant, le président de la CPME dit moi j'ai pas de tabou avec les 64 ans. Oui, il peut revenir en arrière. Non, il dit il faut mettre un système automatique en fonction de l'espérance de vie. Sauf qu'il oublie de dire que tous les pays qui ont mis en place un système automatique en fonction de l'espérance de vie sont à 66 ans, 67 ans. Non mais... Il est malin. Non mais... Ou alors il n'a pas compris. Mais bien sûr qu'il a compris. Mais tout le monde a compris. Tout le monde sait en France qu'il va falloir travailler plus longtemps. Qui est-ce qui croit qu'on va pouvoir... Les syndicats et 7 Français sur 10. Voilà. Enfin, ça fait du monde quand même. Non, mais parce qu'on leur a fait croire depuis le début que d'autres pourraient payer à leur place. Si on leur explique que c'est eux qui vont payer. Alors c'est quoi les mesures? La mesure c'était quoi donc? Travailler jusqu'à 80 ans avec Agnès Verdier? Mais non, mais c'est pas ça. Il faut pas être caricatural. 67 ans? Non, mais 66 ans en 2033, est-ce que c'est grave? Là, on va aller vers 1,4 actifs pour un retraité. Ouais. Vous croyez vraiment qu'on va conserver un système de retraite par répartition? Dans les années 60, 70, on avait 4 actifs, je crois. Non, mais vous y croyez, vous, à ça? À un système où à la fin, il y a un actif. Je crois aux gens qui peuvent travailler jusqu'à 66 ans. Il y a des gens qui ne peuvent pas, physiquement, moralement. Mais plus ça va, plus on vit tard. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir financer des retraités pendant 35 ans, 40 ans de retraite? Allez, dernière mesure, Agnès. Une autre mesure, c'est recontractualiser avec les collectivités locales, c'est-à-dire faire en sorte qu'on se dise... C'est la faute des collectivités locales si la France est mal gérée? Mais vous savez, on a regardé par exemple les dépenses des régions, dépenses de fonctionnement des régions. Vous prenez la région Pays de la Loire, qui est plutôt celle qui dépense le moins par habitant en fonctionnement. Si vous alignez les dépenses de fonctionnement de toutes les régions sur les dépenses par habitant de Pays de la Loire, vous faites plus de 2 milliards d'euros d'économies par an. Ok, on prend. C'est pas un game changer, mais on prend. Mais on prend. Mais là, c'est sur les régions. Mais vous prenez sur les départements, vous êtes à 8 ou 9 milliards d'économies. Ouais. Si vous alignez sur les 5-6 qui ont une dépense par habitant en fonctionnement qui est moins importante. Et vous faites ça sur les communes et les intercommunalités. Vous allez voir que vous allez faire des économies. Ouais. On n'a pas encore le chiffre exact. Il faut revenir. Je reviendrai. Elle reviendra toujours. Mais donc, voilà. Après, les propositions que je fais, elles n'ont rien d'original. Elles ont été prises dans plein de pays. C'est pas dans le débat public. Je veux dire, c'est dans vos bouquins, mais c'est pas dans le débat. Mais pourquoi? Parce qu'on ne dit pas la vérité aux Français. La plupart des gens, maintenant, qui viennent me voir, qui me disent « Ah oui, mais moi, je connais bien les finances publiques, j'ai été en poste à Bercy, etc. » Non, mais maintenant, on attend le FMI. Parce on fait... C'est catastrophique de dire ça. Mais c'est extrêmement lâche. C'est extrêmement lâche de dire ça. On attend la banqueroute et la sortie de route, quoi. Mais alors, vous dites 6 Français sur 10 sont contre... Quasiment 7. Bon, voilà. Très bien. 95% de nos concitoyens pensent que la France est en déclin. Vous croyez qu'ils pensent que c'est parce qu'on travaille trop, qu'on produit trop en France, qu'on a un système trop pro-entrepreneurial, trop pro... Les contradictions du peuple français, vous connaissez ça, hein? Oui, mais vous savez, peut-être leur dire les choses. Moi, je crois beaucoup dans la capacité de compréhension de nos concitoyens. Vous savez qu'ils ne veulent plus d'avoir de dette française dans leur portefeuille, nos concitoyens. Pourtant, ils en ont, hein, au travers de leur assurance vie notamment. Oui, mais ça baisse. Ça monte pas, ça baisse. Parce que quoi? Parce qu'ils comprennent très bien qu'on a un problème de finances publiques qui est très grave. Donc, si on leur dit la vérité et qu'on arrête de leur mentir en leur disant finalement, il y a un tout petit groupe de gens qui vont tout payer pour vous, ça ira très très bien, on aura toujours un système qui va tout vous rembourser. Après, il n'y a pas un sujet, encore une fois, sur les plus riches, les plus aisés, qui, en termes d'impôt sur le revenu, payent beaucoup moins que le français moyen, en pourcentage. Non, mais c'est complètement faux.
Les 10% qui gagnent... Parce qu'il y a de l'optimisation fiscale. Non, mais les 10%, alors on a encore refait le travail dessus, et ça a fait qu'augmenter, on est remonté jusqu'à... Quelle est la pression fiscale sur les 1% les plus Quelle est la pression fiscale? Mais ils payent 30% de la recette d'impôt sur le revenu sur les 1%. 30%. Vous trouvez 1% pas... des Français les plus riches payent 30% de l'impôt sur le revenu. Ça suffit pas? Ça vous suffit pas? Les Peut-être qu'ils peuvent encore plus. Les 10%, ils payent 75%. Oui, ça je sais. Ouais. Ça vous suffit pas? Vous trouvez que c'est équitable, ça, en termes de distribution du poids de l'impôt? Ouais. C'est déjà assez progressif, dirons ça. Non, mais alors, je rajouterais que si, mot de la fin en 30 si vous mettez tous les impôts directs, vous mettez la CSG, vous mettez les droits de mutation à titre gratuit, à titre onéreux, etc., les taxes foncières, les taxes d'habitation sur résidence secondaire, vous mettez tout. Toute la fiscalité de l'ensemble des impôts directs des Français. Les 10%, ils payent plus de 50% de la note. Voilà, c'est QFD. Donc arrêtons de raconter partout que soi-disant il y a des gens qui arrivent à éviter l'impôt en France alors qu'ils ont énormément de revenus, etc. Ce n'est pas vrai. Donc il y a un moment où il faut voir les choses en face. On ne va pas trouver trois Pékins pour financer la totalité du modèle social français. Il faut baisser la dépense, il faut la baisser intelligemment. Pas en amputant l'ensemble de la qualité de nos services publics, mais justement en faisant monter en gamme. Mais comment on fait? Mais en évaluant. Parce que, vous savez, on a un Parlement. Son travail, normalement, c'est évaluer notamment, ce qu'on fait avec l'argent public. Ouais. Et c'est éviter qu'on ait des doublons entre l'État, ses opérateurs, vous connaissez ça par cœur, hein, mais entre le ministère de la Santé, les opérateurs qui interviennent en santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie, tout le monde qui s'occupe à qui mieux du sujet, c'est des milliards d'économies qu'on peut faire tous les ans. Voilà, face au mur, les solutions pour s'en sortir, parce qu'il y a des solutions, et c'est signé Agnès Verdier-Molinier aux éditions de l'Observatoire. Merci Agnès, invitée de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama.